Le 10 juin 2000, Yassine travaille pour préparer ses derniers examens en écoutant de la musique sur la BBC, quand un flash annonce la mort d'Hafez el-Assad. Il ne lui faut qu'une minute pour s'habiller et sortir de chez lui. Mais il doit retrouver son calme dans l'escalier, dans la rue, se retenir de ne pas courir pour se rendre chez un ami qui vit depuis 20 ans de façon clandestine et tient une librairie sous un faux nom. En arrivant, il lui annonce la mort d'Assad, en éprouvant un plaisir simple, mais sans égal. Le même jour, Joumana Maharouf se trouve à Damas, où les bus ont cessé de circuler. Et elle raconte dans ses lettres de Syrie qu'à chaque personne croisée dans la rue, elle demande à se faire expliquer pourquoi il n'y a pas de bus. Trouve ainsi le moyen de se faire annoncer encore et encore la mort du leader éternel. Ils allument la télévision, un présentateur d'émissions religieuses annonce la nouvelle. Un type affreux qui pleure toutes les larmes de son corps et leur offre un de ces moments où la farce l'emporte sur l'horreur. Son ami photocopie des livres interdits. Ce jour-là, pour remercier son camarade de lui apporter cette bonne nouvelle, il lui offre Le choc des civilisations de Huntington. Le lendemain, Yassine prend un bus pour l'attaquer, où il veut retrouver des amis, prendre la mesure de ce que provoque le deuil au cœur des terres alouites. Dans le bus, il entend à la radio que Bachar a été promu au plus haut grade militaire. La veille, le Parlement a voté pour modifier la Constitution et abaisser à 34 ans l'âge légal pour devenir président. À l'attaquer, les Alouites sont en deuil. Les jeunes hommes, foulards noirs sur la tête, roulent, sortent leur corps des voitures, klaxonnent. Yassine y passe une journée avec ses amis. La joie et l'espoir règnent parmi eux, une joie et un espoir qu'il faut contenir, entretenir et se transmettre de la façon la plus discrète possible. En novembre 2000, Yassine est diplômé et s'installe à Damas, où il doit s'enregistrer auprès du syndicat des médecins. Quand il découvre que les démarches administratives sont plus compliquées qu'il ne le pensait, il renonce enfin. Il a déjà publié 3 textes dans des journaux et en relisant ces articles, il a trouvé que l'un était illisible, l'autre correct mais plutôt médiocre, et le dernier tout à fait inintéressant. C'est en 2000 que les choses prennent un tour sérieux quand Michel Quilot, figure de l'opposition, lui passe commande d'un article assez long sur le nationalisme arabe, pour lequel il se souvient encore et avec fierté d'avoir touché $100. Il l'a rencontré lors d'une visite à Damas, dans son cercle d'anciens prisonniers que Quilot fréquente aussi, même s'il n'a fait que 2 ans. Il publie un autre texte pour An-Nahar, dont Elias Khoury dirige les pages culturelles, un texte qui fait jouer ensemble les mots « contrat » et « décennie », qui viennent en arabe de la même racine, et donne 10 ans à la Syrie pour affronter ses difficultés, sans quoi il faudra s'attendre au pire. Yassine tente de lancer un journal qu'il appelle Kantara, qui signifie petite arche ou petit pont. Pont entre 2 générations, entre 2 périodes du pays. Et je me souviens de ce qu'avait dit Nisrine au sujet de l'écriture pont de Yassine, toujours à la recherche aujourd'hui encore de ces liens entre milieux et générations, entre disciplines, entre sa pensée et celle de ceux qui l'inspirent, entre la Syrie et le monde. Merci Pierre Beau. Bonjour Justine Ogier. Bonjour. On vient d'entendre quelques pages de votre nouveau livre par une espèce de miracle qui a pour sous-titre L'exil de Yassine Al-Hajj Saleh et qui est publié chez Actes Sud. Alors Justine Ogier, on vous connaît, vous êtes écrivaine, vous avez déjà publié 4 romans et aussi et surtout un très beau récit. Vous étiez venu nous en parler ici à Lima. C'était en 2017, De l'Ardeur, chez Actes Sud déjà, et vous aviez eu le prix Renaudot Essai pour ce livre. Alors De l'Ardeur, c'était consacré à une figure de l'opposition syrienne, Razan Zetouneh, une avocate spécialisée droits humains. Et dans ce nouveau livre, on l'a entendu, il est de nouveau question de la Syrie. Yassine Al-Hajj Saleh, c'est un intellectuel qui vit aujourd'hui en exil à Berlin. Et vous avez choisi d'aller le rencontrer, comme ça, sur du long terme, à plusieurs reprises, pour l'écouter et pour écrire ce livre. Alors, déjà, parlez-nous peut-être un peu de lui. C'est pas moi qui vais le présenter. Dites-nous qui il est, pourquoi vous avez décidé de vous rendre en Berlin comme ça pour le rencontrer. Yassine Al-Hajj Saleh,
C'est un intellectuel syrien, vous l'avez dit, qui a sans doute produit la pensée la plus, à mon sens, la plus lucide, la plus pertinente à la fois sur le régime syrien, sur la révolution syrienne, sur la beauté de la révolution syrienne et sur l'écrasement de la révolution syrienne et sur ce qu'il appelle la trahison du monde à l'égard de la révolution syrienne. C'est aussi un homme qui a fait l'expérience intime de la cruauté du régime, puisqu'il a passé 16 ans dans les prisons d'Hafez al-Assad, du père. Et son histoire tragique a continué, puisque ensuite, après la Révolution, sa femme a disparu, a été enlevée avec Razan Zeytouneh en décembre 2013 par un groupe islamiste, et que son jeune frère également a été enlevé par Daesh. C'est un homme très, très libre dans sa façon de penser la Syrie. Et si j'ai décidé de m'intéresser à lui, je pense que quand j'ai appris, si vous voulez, qu'il s'était installé à Berlin après être passé brièvement par la Turquie, parce que donc il était pour lui hors de question de quitter la Syrie. C'est quelqu'un qui pensait ne jamais s'exiler, et puis il a été forcé au départ. Donc il est d'abord parti en Turquie. Et quand j'ai appris qu'il était à Berlin, ça m'a un petit peu interpellée, parce que depuis le début, cette histoire syrienne, je la considère comme étant une histoire qui me concerne. C'est une espèce d'intuition comme ça. Et Yassine, il est venu à Berlin. Son objet de recherche qui a été la Syrie tout le temps, parce qu'il pensait qu'il y avait vraiment une pensée manquante sur la Syrie, parce que le régime s'acharnait à faire en sorte qu'il n'y ait pas de savoir qui puisse se développer sur la Syrie. Donc son objet n'était plus la Syrie, mais la Syrie et le monde. Voilà. Comment est-ce que le monde a envahi la Syrie, et comment est-ce que la Syrie finalement a envahi le monde, et comment est-ce que la Syrie nous renvoie comme image de notre monde. Voilà. Et donc quand j'ai appris qu'il était à Berlin, où évidemment résonne de façon très particulière notre histoire d'Européens, je me suis dit que cette intuition que j'avais, que cette histoire me regardait, elle s'incarnait en fait dans sa présence là. Voilà, ce qui m'a donné envie d'aller le voir et de voir comment son exil s'inventait là-bas. Oui, et puis c'est une sorte d'intellectuel comme on aimerait en voir plus. Je crois que vous dites qu'il passe chaque jour 8 heures à lire et 6 heures à écrire. Il y a une espèce de vie monacale comme ça, extrêmement bien réglée. En fait, en prison, il a développé une aptitude à l'étude très, très particulière, parce qu'il est rentré en prison, il avait 20 ans, et il était à ce moment-là étudiant en médecine. Il est sorti, il avait 36 ans. Et pendant ces années-là, selon lui, ce qu'il a sauvé, ce sont les livres. Il a découvert, en fait, il a eu accès à des livres d'abord auxquels ils avaient le droit, puis ensuite ça s'est arrêté, donc ça rentrait de façon plus ou moins clandestine. Donc il ne choisissait pas les livres. Beaucoup de livres de philosophie, beaucoup de livres de penseurs arabes, mais aussi européens. Et il a découvert tout ça tout seul, enfin, je veux dire, sans qu'on lui explique, sans qu'on lui donne la carte de comment les uns et les autres se situaient. Et il a développé cette aptitude, oui, à travailler de très très longues heures. Voilà. Et les livres lui ont vraiment... lui ont sauvé la vie. Et donc, il a un rapport au livre encore aujourd'hui qui est très, très particulier. Et encore aujourd'hui, dans sa tragédie, il trouve un véritable réconfort dans la lecture. Alors, ce qui est curieux aussi, c'est que, si je ne me trompe pas, il apparaissait dans le livre précédent, dans le livre de l'Ardeur. Et du coup, j'ai lu ce livre en me demandant quel était le germe du prochain livre. On a l'impression que vous êtes en train de construire un travail comme une espèce de puzzle où on trouverait comme ça dans les livres le début des livres suivants. C'est le cas ? Alors, je ne sais pas, parce que je ne sais pas encore quel sera le prochain livre. Et je ne savais pas, en écrivant le précédent, que Yassine serait au cœur du suivant. Cela dit, j'ai rapidement compris, après De l'Ardeur, que j'allais pas refermer cette page de mon travail sur la Syrie. Et donc voilà, c'est passé par Yassine et par Berlin, et par... Si vous voulez, dans De l'Ardeur, je m'intéressais véritablement à la Révolution, à son écrasement, à l'écrasement très systématique, à la fois par le régime et par les islamistes, de cette opposition démocratique, très libre, qu'incarnait Razan, qu'incarne Yassine.
Et donc c'est un livre qui tournait beaucoup autour de cette figure absente de Razan. Mais c'était sur la Syrie, c'était aussi sur le regard que je portais en tant qu'occidentale, puisque c'est pas, moi, je n'ai jamais mis les pieds en Syrie, je dois en faire l'aveu. Et donc, c'était aussi un livre sur le regard que je portais moi, ce que ça signifiait pour moi, européenne, française, occidentale. Et donc là, on se rapproche encore un peu de ça, puisqu'évidemment, c'est une rencontre qui a lieu véritablement au cœur de l'Europe et qui est imprégnée par l'histoire européenne aussi. Et en même temps, c'est très curieux parce que le précédent, c'était une sorte d'enquête à propos de quelqu'un qui avait disparu. Et là, c'est une autre démarche puisque vous écoutez quelqu'un qui est bien vivant et que vous allez voir. Et comment on travaille ça? Je veux dire, j'imagine quand on discute comme ça sur le long terme avec quelqu'un, on a une masse d'informations. Comment on retravaille pour en faire un livre? En fait, la masse d'informations, je crois que c'est précisément ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que pour moi, l'élan de l'écriture, il vient vraiment d'une sorte de sentiment presque de scandale, en fait, devant un écrasement. En règle générale, j'ai l'impression, je pense que mon écriture, elle lutte contre l'écrasement du réel. Et là, très particulièrement sur cette histoire syrienne, il y a vraiment l'écrasement de la révolution et l'oubli et l'indifférence réservée à cet écrasement, qui est comme un deuxième écrasement. Donc pour moi, vraiment, mon travail, c'est d'essayer de redonner une épaisseur, de retisser des liens, recréer des échos, sortir cette histoire de l'oubli. Donc il faut aussi reconstituer un peu une trame historique, il faut multiplier les ramifications pour ne pas être dans cette perception très immédiate des choses qui me semble être trop souvent à l'œuvre en fait dans les temps qu'on vit, et qui finalement donc nous plonge dans la peur, la sidération, et très vite on oublie. Et c'est aussi donc une façon de percevoir les choses qui coupe un peu des conséquences et des responsabilités. Et moi, mon travail, il est précisément d'essayer de redonner de l'épaisseur à tout ça. Donc je conçois le livre comme vraiment, j'essaye de rapprocher un maximum d'éléments et ensuite il y a quand même une trame chronologique puisque je le vois s'installer, je vois son exil se faire, mais l'idée c'est qu'il y ait vraiment ce fil-là soit dans une espèce de chambre d'écho en fait, voilà, qui essaye de redonner de l'épaisseur et du sens. Oui, mais vous auriez pu écrire un essai classique sur la Syrie, Justine Ogier. Moi, votre travail, il m'intéresse parce que justement, déjà dans le précédent et là aussi, il me semble que vous êtes au croisement de plusieurs genres littéraires ou que vous travaillez plusieurs genres littéraires. Puisque parfois, Pierre Baud nous lira un extrait tout à l'heure, vous apparaissez dans le livre, vous parlez de vous, il y a cette parole que vous auriez pu faire un essai ou un livre d'histoire contemporaine sur la Syrie. Et en fait, c'est pas ça du tout. Il y a à la fois la parole de Yacine, il y a ce que vous racontez, il y a vous. Comment vous travaillez tout ça, cette espèce d'hybridation? Voilà, vous êtes dans l'hybridation de genres littéraires. Comment je le travaille, c'est compliqué, mais c'est précisément ce qui m'intéresse, cette hybridation en fait, et qui passe beaucoup. J'aurais pas pu écrire un essai parce que je suis experte de rien. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment de lier ces histoires extrêmement intimes comme celle de Yacine à une histoire, à l'histoire. Et effectivement, oui, l'hybridation, c'est-à-dire que comment dire, c'est vraiment, je pense que pour moi en tout cas, ça vient d'un sentiment en même temps, je peux pas ne pas écrire de la non-fiction sur ce sujet parce que j'ai comme le sentiment un sentiment d'irréalité en fait, diffus que je perçois dans l'époque. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est envahi de fiction finalement, de scénarios catastrophes, qu'on ne sait plus en fait ce qui est fiction, non-fiction, enfin dans le débat public. Je trouve qu'on a une espèce de distance qui se crée par rapport au réel, avec une langue qui est utilisée dans le débat public qui est très abîmée, qui nous permet pas d'avoir, en tout cas moi c'est mon sentiment, d'avoir accès véritablement. Et donc
mon travail, il se situe là. C'est vraiment et je pense que c'est vraiment un travail littéraire. C'est pas un travail. Il ne s'agit pas d'écrire un essai. La littérature, elle doit se saisir de ce. Enfin, il me semble que pour moi aujourd'hui, ma responsabilité, elle est là, d'essayer de me saisir de ce réel. Je crois que vraiment plus que jamais, la littérature est un mode d'exploration du réel parce que les modes classiques sont moins disponibles, il me semble. Voilà, je crois que la littérature a vraiment un rôle à jouer pour recréer de la densité, renouer avec la complexité. Enfin, il me semble que ça, par exemple, la complexité, c'est quelque chose qui est complètement absent du débat public. Que tout est écrasé comme ça en termes de temps, donc il y a l'oubli, en termes d'identité, on enferme chacun dans des identités immuables. Et donc vraiment, je crois qu'il y a le travail de la littérature, il est là. La littérature, elle est faite pour embrasser cette complexité-là, pour la raconter, et raconter aussi bien l'opacité, et pour s'attaquer à ça, en tout cas. Voilà. Donc, et l'hybridation, je crois qu'on est beaucoup à la pratiquer, en fait. Je pense que ça tient vraiment de ce sentiment qu'il y a là un mode de connaissance. Donc, je crois qu'on va chercher, et puis je crois qu'on a besoin de collaborer beaucoup, en fait. Je cite aussi énormément dans mes livres, je cite aussi bien des penseurs d'il y a longtemps que des penseurs très contemporains. Je les fais dialoguer ensemble. Enfin, je crois que j'ai besoin de cette impression de bricoler quelque chose, de collaborer, en fait. Voilà. Et entre les disciplines et aussi les penseurs et les écrivains, des historiens, etc. Enfin, en fait, j'ai pas tellement peur de pas rentrer dans une case. Voilà. Oui, et puis faire entendre des voix, il me semble que c'est ça votre travail aussi. Et il est toujours question de voix et de langage dans ce livre. Et c'est en ça d'ailleurs que vous avez une préoccupation d'écrivaine. Vous écoutez la façon dont il parle. On a vu dans le petit extrait cette femme qui fait parler les gens pour les entendre. Il y a la voix de Yacine que vous transmettez. Vous dites que les gens écoutent leur propre voix quand ils descendent dans la rue manifester. Et il y a un passage qui m'a beaucoup touchée, je ne sais pas au fond pourquoi, c'est qu'il apprend l'anglais, Yacine. Il apprend l'anglais en prison et il ne sait pas le prononcer parce qu'il a étudié uniquement à l'écrit. Oui, effectivement, il a mis du temps ensuite à apprendre à le prononcer. Il l'a appris tout seul avec des méthodes, donc forcément, il ne savait pas le prononcer. Mais oui, la voix et la langue sont vraiment au cœur de mon travail. Et si la révolution syrienne, c'est une des raisons pour lesquelles la révolution syrienne, j'y reviens, c'est qu'il y a vraiment... au cœur de sa beauté, il y a cette affaire de langue, véritablement. Cette affaire donc ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire des gens qui descendent dans la rue et qui, pour la première fois, entendent leur propre voix dans l'espace public. Ce sont des récits qui sont d'une force incroyable. Et si aujourd'hui, vous entendez un Syrien qui vous raconte ça 10 ans plus tard, parce que ça fait exactement 10 ans maintenant, il le ressent encore dans son corps, l'émotion ressentie, tellement c'est fort. Donc, ils avaient vécu, donc ça, c'était il y a 10 ans, donc déjà 40 ans sous un régime qui prive de parole, évidemment. Donc il y a un réinvestissement de la parole et surtout, tout d'un coup, et ça je crois que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer, enfin il me semble, c'est que tout d'un coup on renoue avec l'idée que la langue, elle est précieuse, elle peut servir à dire le réel et donc à l'interpeller et donc à le changer. Enfin, il y a cette... tout d'un coup, on reprend conscience de cette puissance-là. Et ça, je crois que... pour moi, c'est extrêmement important parce que je crois que dans nos pays européens, on a perdu presque la foi dans la puissance des mots et de la langue. C'est marrant, vous venez d'employer le mot beauté pour parler de la révolution syrienne et je vous ai écouté à la radio l'autre fois et vous avez dit la même chose. Pourquoi ce mot avec une révolution? C'est très rare qu'on parle de beauté à propos de révolution. Je sais pas, c'est peut-être assez subjectif, mais c'est très... Enfin, quand vous regardez les images, c'est très beau. C'est-à-dire, pourquoi c'est beau? Parce que, enfin, d'abord, il y a une forme... Alors, même si chaque révolution est tout à fait singulière, il y a quand même tout d'un coup une forme d'universalité qui vient s'incarner là. Enfin, je veux dire, vous êtes de n'importe quel pays, ce sont des gens qui descendent dans la rue pour demander la dignité, la justice, la liberté. Enfin, il y a quelque chose qui est... Enfin,
pour moi, tout d'un coup, ça fait vibrer, oui, une forme d'universalité que je trouve très belle, en fait, et qui s'incarne finalement assez rarement, et sans doute de plus en plus rarement, d'autant qu'on est dans un monde où, finalement, il y a quand même ce scandale absolu du mépris de certaines vies. Enfin, et donc, ça, tout d'un coup, ça existe. Ensuite, il y a l'ingéniosité à l'œuvre aussi. Enfin, c'est-à-dire que quand vous voyez les révolutionnaires syriens, il y a 1000 inventions chaque jour pour trouver des slogans, des façons de danser, des façons de se retrouver, de jouer pour éviter les forces de répression. Alors évidemment, en face, très vite, il y a une répression qui est abominable, qui est de la plus grande cruauté. Mais cette beauté-là, et donc, oui, pour moi, il s'agit vraiment d'une beauté, mais... où je sais pas, par exemple, ces gens qui dans un coin du pays se mettent à danser comme on danse dans un autre coin du pays, vous voyez, ou ces révolutionnaires qui trouvent des slogans pour répondre aux révolutionnaires, enfin à ceux qui font la révolution, que sais-je, en Tunisie, ou enfin tout ça, je sais pas, ce sont des liens qui se créent que je trouve une grande beauté. Il y a aussi une forme d'insolence que je trouve très belle, par exemple les histoires de ces révolutionnaires qui ont pris des petites balles de ping-pong sur lesquelles ils ont écrit le mot liberté, et puis ils les ont jetées du haut du mont sur lequel se trouve le palais présidentiel. Donc des milliers de balles de ping-pong qui dévalent comme ça, et vous pouvez imaginer les forces de l'ordre qui se mettent à courir. Enfin, tout ça est très tragique, et en même temps, il y a une beauté. Oui, je trouve qu'il y a de la beauté là-dedans. Voilà. Et c'est curieux parce que vous savez toujours attraper comme ça le moment signifiant, l'image. Ça, on le voit quand vous parlez, mais on le voit dans votre livre, quoi. Vous savez, dans tout ce qu'on vous a raconté, toutes ces histoires, vous arrivez à nous restituer d'un coup une image extrêmement parlante. C'est ça votre travail d'écrivain, finalement. Comme là, les balles qui dévalent Voilà, c'est un détail que vous retenez. C'est comme ça que vous travaillez. Oui, c'est comme ça que je travaille, mais c'est-à-dire que, en fait, je ne sais même pas si c'est moi qui les repère, parce que, en fait, quand je rencontre des Syriens qui me racontent ces histoires, moi, j'ai jamais entendu, en fait, dans des récits, j'ai jamais entendu cet enthousiasme-là, j'ai jamais entendu ailleurs je sais même pas comment l'appeler, parce qu'à la fois, maintenant, évidemment, il est teinté d'une désillusion très, très, très amère, d'une tristesse, de tragédie, etc. Mais malgré tout ça, on entend encore dans leur voix, quand ils racontent ces histoires-là, un émerveillement. Et je crois que cet élan-là, malgré tout, malgré les efforts acharnés du régime d'Assad, qui est devenu allié objectif des islamistes, qui avaient aussi intérêt à faire disparaître les mêmes personnes, c'est-à-dire Razan Zaitouneh, à faire partir des gens comme Yassine, etc. Malgré ça, ça vit en chacun. On va peut-être écouter un autre extrait de ce livre magnifique, Pierre Beau. Après avoir passé 15 ans à l'étranger, dont 8 au Moyen-Orient, je suis rentré en France, à Paris, où j'ai grandi. Mon compagnon travaille aux Nations Unies et depuis des années, nous choisissons ensemble les lieux où nous vivons. Mais il a accepté un poste au Yémen où je ne pouvais vivre avec nos enfants. J'ai donc décidé de rentrer à Paris avec l'intuition que notre histoire était en train de m'échapper, de prendre l'eau. Ce retour n'allait pas de soi, après avoir vécu loin si longtemps. Je prenais la mesure de mon peu d'ancrage dans la ville. J'ai repris des travaux de réécriture pour la collection historique de la maison d'édition Harlequin. Me suis plongé dans ces histoires d'amour façonnées à l'identique, mimant les détours et les surprises pour ne conduire toujours qu'au même point, aux retrouvailles, à la réconciliation et au bonheur. Pour une raison qui m'échappe à ce moment-là, les romans étaient tous peuplés d'histoires écossaises et de vikings. Et cela me convenait assez bien car je cherchais à me détourner de mon dernier livre, duquel j'étais sorti éreinté, sans avoir la possibilité de m'en plaindre parce qu'il y aurait eu là une indécence à laquelle je devais me soustraire, à laquelle Razan et tous les autres m'empêchaient de céder. Souvent, Razan répétait à ses amis que la fatigue n'était pas une option. Et j'ai trouvé dans 2 de ses textes ces mots « on continue », qui arrivaient toujours après les récits du pire. La seconde fois, elle les écrivait alors qu'il y avait eu des attaques chimiques sur Douma, alors qu'elle avait reçu un message de menace et que tout présageait le pire. On continue. Se charger d'une force singulière devenait programmatique. Un jour, j'ai pris un café avec une amie de longue date, peu de temps après la sortie du livre sur Razan que je lui avais offert.
Elle a attendu la fin de notre rencontre pour m'en parler et s'est alors mise en colère, me reprochant de ne laisser au creux du livre aucun espoir, aucune lumière, aucune voix pour que le lecteur puisse répondre aux questions qui se posaient une fois l'indignation partagée. Elle m'en voulait terriblement de lui avoir raconté ce qui se passait en Syrie, l'histoire de Razan Zaitouneh, et de la laisser impuissante. J'ai gardé le silence. Des bribes de pensée me parvenaient, mais je restais incapable d'en faire des phrases. Me disait que le geste littéraire lui-même devait valoir comme lumière, que j'avais essayé de communiquer quelque chose de la force d'inspiration de la Révolution, de Razan, de l'ardeur, que ça devait valoir aussi. Mais je ne parvenais pas à articuler quoi que ce soit de cohérent, car au fond, je savais qu'elle avait raison, que sa lecture était une lecture possible. Je le savais parce que, pendant les années consacrées à ce livre, j'avais éprouvé ce désespoir dans lequel elle me reprochait de l'avoir plongé. La première fois que j'avais rencontré Ali Al-Tassi, à Beyrouth, je lui avais parlé de mon envie d'écrire sur l'histoire de Razan Zaitouneh. Il s'était montré sévère, me demandant pourquoi une occidentale viendrait se saisir de cette histoire qui n'était pas la sienne. 2 ans plus tard, à Paris, il m'a dit que je devais continuer à écrire sur la Syrie, que cette histoire était dorénavant l'affaire du monde, que je n'aurais plus à me justifier. On avait commencé à mettre en relation, en perspective, à comparer la Syrie à d'autres lieux, d'autres époques, d'autres histoires de destruction. C'était devenu notre affaire à tous, parce que le monde était présent en Syrie et que la Syrie était présente dans le monde. Que l'histoire de ce pays en avait clairement débordé les frontières, quand des milliers de citoyens de plus de 100 pays différents étaient allés y combattre, qu'il y avait trouvé la mort, laissant des femmes et des enfants dans les limbes, dont les gouvernements occidentaux ne savaient que faire et choisissaient d'ignorer l'existence pour tenter de les faire disparaître. Quand l'entreprise française Lafargue avait continué de prospérer dans le nord syrien en se compromettant avec l'État islamique. Quand nos dirigeants avaient envoyé leurs avions pour bombarder l'État islamique. Quand le prix du Parlement européen avait été décerné à Razan Zaitouneh. Quand les images de César, ce photographe officiel du régime, auquel ses supérieurs avaient demandé d'immortaliser les corps produits par le système carcéral syrien, quand ces images avaient franchi les frontières grâce à un homme ayant pris tous les risques, qu'elles étaient devenues visibles partout dans le monde, offrant à chacun la possibilité de regarder ces dizaines de milliers de corps suppliciés. Quand des millions de Syriens avaient commencé à quitter la Syrie, qui avait fini, comme l'écrit Yassine, par ne plus avoir ni intérieur ni extérieur. Quand des enfants, des femmes et hommes syriens avaient commencé à se noyer en Méditerranée, quand des enfants, femmes et hommes syriens avaient commencé à s'installer en Europe, quand les tribunaux français, suédois et allemands avaient accepté des plaintes pour crimes contre l'humanité à l'encontre de dirigeants syriens, au nom de la compétence universelle, parce que leurs crimes devaient bien regarder le monde. Le monde était partout présent dans cette histoire syrienne, curieusement absent aussi, se dérobant à ses responsabilités. Et peu de temps avant cette rencontre avec Ali, qui me rappelait aux miennes, j'avais reçu une invitation pour un colloque dont le titre était « Syrie, à quoi bon encore le monde ?» Merci Pierre Bou. Ben voilà, il me semble qu'on est au cœur du problème. Vous nous disiez tout à l'heure, oui, je me sentais concernée par cette histoire syrienne. Et effectivement, pour vous, ça concerne effectivement les Européens. Oui, sans doute, oui. Enfin, je pense que, disons que ça raconte un renoncement qui m'inquiète beaucoup. En fait, je pense qu'il y a eu un renoncement dans l'absence de soutien fourni aux révolutionnaires. Il y a eu un renoncement dans l'acceptation de l'impunité des crimes. Enfin, ce sont des crimes, je crois, il me semble que c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on a une telle connaissance des crimes commis et que rien n'est fait. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'il y a des centaines de milliers de documents qui sortent. Là, je mentionne les photos César dans ce passage, mais il y a des tas d'autres documents, des preuves administratives, etc., qui sont sortis. Et très peu est fait. Enfin, on en reparlera peut-être. Il y a des activistes qui s'en saisissent, mais au niveau international, il y a un renoncement. Il y a un renoncement aussi sur l'hospitalité, parce qu'à part l'Allemagne, les pays européens ont vraiment compté de façon
très comptable, justement, le nombre de réfugiés qui voulaient bien accueillir. Et je pense qu'il y a une... Enfin, il me semble que l'Europe s'est construite sur un socle après la Seconde Guerre mondiale et que ce socle-là, on y renonce dans ce renoncement. Je veux dire, toutes les valeurs universelles sur lesquelles on a construit les choses, aussi bien l'Union européenne que d'ailleurs la communauté internationale, mais où l'idée que certains crimes devaient concerner l'humanité, tout ça aujourd'hui c'est absent. Et dans le passage, on mentionnait les attaques chimiques. Ça, c'est toujours quelque chose auquel j'aime revenir, parce que quand le régime a bombardé la Ghouta orientale, donc cette région, cette banlieue de Damas où Razan Zaitouna avait trouvé refuge, mais également Yassine et sa femme Samira. Donc en août, alors Yassine est déjà parti, mais en août, donc il y a les attaques chimiques, plus de 1000 morts civils. Et donc les attaques ont lieu la nuit, et le matin, Razan et Samira et d'autres qui font de la documentation vont sur le terrain, récolter des preuves, parler avec les survivants, compter les morts, etc. Tout ça dans un effroi immense, évidemment, mais toujours avec l'idée, en tout cas Razan l'écrit, que comme la communauté internationale a fixé l'utilisation d'armes chimiques contre les civils comme la ligne rouge, qui, si elle était dépassée, pousserait les États occidentaux à intervenir. Elle est persuadée, et là on en revient à cette histoire de langue, que ces mots ont une valeur. Elle ne peut pas penser autrement. Donc elle est dans l'effroi, mais en même temps elle se dit « Ok, ça y est, ils vont venir ». Et il lui faut des semaines, en fait, pour comprendre que non. Qu'en fait, ces mots ont été prononcés et qu'ils n'ont aucune espèce de conséquence. Que c'est possible. Voilà le renoncement aussi. Voilà. Mais pourquoi vous en saisissez à ce moment-là de toute cette histoire? Vous pourriez faire comme beaucoup d'autres gens, regretter tout ça, mais pas forcément consacrer autant de temps à vous occuper de cette histoire. Qu'est-ce qui a à un moment donné, dans votre histoire à vous, je ne sais pas, pourquoi est-ce que vous vous saisissez de tout ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a là je pense qu'il y a plusieurs niveaux, mais je pense que d'abord il y a là pour moi un réservoir de sens immense, enfin qui m'enseigne en fait sur l'état du monde, enfin et sur voilà. Et donc il y a vraiment beaucoup de points de résonance, et j'ai du mal à venir à bout de ce réservoir de sens en fait. Ensuite, je pense que la figure de Razan Zaitouneh, qui au début m'a interpellée, puisque c'est vraiment en la repérant elle que je suis rentrée dans cette histoire, donc une femme de mon âge. Donc oui, il y a sans doute aussi un élément plus intime d'identification. Et puis l'engagement a toujours été au cœur de mon travail aussi, même en tant que romancière. Donc voilà, je pense que c'est ça le faisceau d'explications. Et ensuite, ça se construit, et ensuite on fait partie d'une cause, quelque part. Ensuite, c'est... Je pense que la littérature, elle est là aussi. Il s'agit aussi de lutter contre une forme de disparition, toujours. Voilà. Et bon, pour moi, c'est cette histoire-là que j'essaye, pour l'instant en tout cas, de raconter encore et encore, d'y revenir, voilà. Déjà pour ne pas l'oublier moi-même, en fait, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que vous nous racontez l'évolution de la pensée de Yassine dans ce livre, c'est-à-dire qu'on le voit par exemple étudier Hannah Arendt et chercher chez d'autres penseurs comme ça, chercher à nourrir sa propre pensée. Oui, alors Hannah Arendt, c'est vraiment spécial. Là, il a vraiment, elle est comme une amie pour lui. C'est comme s'il la lit, comme si elle avait écrit pour lui, en fait. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Il y a quand même évidemment des similitudes entre leur trajectoire, ça c'est sûr. Enfin, ce sont deux exilés. Il y a eu la prison, même si pour Hannah Arendt ça a été plus court. Il y a eu cette décision prise de rester convaincu que les mots et la pensée restent puissants, même quand on a eu affaire au mal, et cette envie aussi de s'approcher de ce mal et d'essayer de le dire et de le raconter.
Ils ont aussi tous les deux une grande liberté de penser. C'est deux personnes qui sont d'aucune rive. Mais ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ils incarnent tous les deux une espèce de perspective exilique de façon très forte. C'est vraiment des gens qui sont... Et qui, à mon avis, en fait des personnes extrêmement éthiques, parce que ce sont des gens qui sont toujours dans une conversation intérieure très, 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 très nourrie. Et donc oui, quand il vient à Berlin, il a dans l'idée de venir chercher dans notre histoire européenne des outils de pensée pour éclairer la tragédie syrienne. Parce qu'il y a un manque de ce point de vue-là dans la production universitaire, académique syrienne, évidemment. Et notamment sur les questions éthiques. Les questions politiques sont plus abordées. Mais lui, c'est ça là, qui vient chercher. Donc il découvre Arendt qui devient, comme il le dit, son héroïne, en fait. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un renversement. C'est qu'il vient chercher dans notre histoire européenne de quoi éclairer l'histoire syrienne. Et puis un jour, il finit par dire, mais tiens, peut-être que l'histoire syrienne, aujourd'hui, c'est votre futur. Peut-être c'est le futur de l'Europe aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours chez lui cette pensée circulaire de faire jouer ça, donc la Syrie et le monde, la Syrie dans le monde, le monde dans la Syrie. Et donc, oui, par moment, il dit, il y a ce qu'il appelle la syrianisation du monde. Donc, une crise aiguë partout de la démocratie, de la présence de la justice, de la place de la loi. Alors, évidemment, c'est pas quelqu'un qui compare de façon maladroite toutes les situations, qui écrase, qui rapproche ça n'aurait pas de sens. Donc, évidemment, il n'est pas là en train de nous dire que nos démocraties ressemblent à la Syrie, mais il repère des éléments qui sont assez inquiétants. Voilà. Et comment il vit aujourd'hui à Berlin ? Mais il est assez bien installé. Après, il est toujours dans une situation paradoxale parce que la disparition de l'être aimé, c'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas échapper. Il le dit, la disparition, il appelle ça le crime permanent qui se renouvelle chaque jour. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de deuil possible. Il n'y a pas, donc il est bien sûr prisonnier de cette histoire-là. Donc il est un peu condamné à vivre dans une forme de ce qu'il appelle le temporaire. Mais à Berlin, il est extrêmement entouré parce qu'il y a eu quand même en Allemagne, et ça c'est aussi quelque chose que je tenais à raconter, et notamment pour peut-être répondre à mon ami qui m'accusait d'écrire des livres trop sombres. Il y a quand même une recherche dans ce livre quand même d'éléments peut-être un peu plus lumineux. Et c'est vrai qu'il y a eu en Allemagne alors des gestes qui ont été très vite oubliés, très vite effacés, mais l'ouverture des frontières en 2015, c'est quand même, même si je ne suis pas un grand soutien d'Angela Merkel, il y a quand même là, je pense, une décision politique qui fait vibrer une certaine profondeur éthique et historique. Il y a quand même donc eu presque 1 million de Syriens qui sont arrivés en Allemagne. Et puis ensuite, il y a eu d'autres Syriens qui sont arrivés depuis le Liban, depuis la Turquie, parce que les situations là-bas se sont compliquées terriblement pour eux d'un point de vue administratif. Donc en Allemagne, il y a aussi une diaspora qui est en voie de constitution, avec vraiment une opposition politique qui se reconstruit, beaucoup d'artistes, beaucoup d'activistes. Donc Yassine, il est entouré de tous ces gens-là, il s'en nourrit, il les nourrit. Voilà, donc il vit beaucoup avec... Et ça, c'est intéressant, justement, dans la pensée de Yassine Al-Haj-Saleh, c'est que vous nous racontez, justement, au bout d'un moment, il réfléchit aussi à l'exil, à l'exilé. Qu'est-ce que ça lui apporte à lui d'être exilé, et qu'est-ce que ça apporte au pays d'accueil, le fait de recevoir des exilés, finalement ? Comment ça passe d'un pays à l'autre, quoi ? Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressée aussi. Le fait de penser que 800 000 personnes comme ça arrivent avec... alors nous, en Europe, on a une façon incroyable d'invisibiliser les trajectoires. Éventuellement, on va écouter des témoignages de tragédies qui sont à entendre, bien sûr, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais en revanche, toute l'expérience politique, éthique que beaucoup de ces gens ont faite, parce que ce sont des gens qui ont fait la Révolution, ce sont des gens qui ont
tenter de gouverner dans des zones libérées, d'inventer quelque chose, qu'on fait preuve d'une imagination incroyable, alors que nous, on est là dans nos sociétés que je trouve quand même très assiégées, enfin très, très en manque de possibles. Et bon, comment est-ce que ça imprègne comment ça se transforme? Oui, ça m'intéresse beaucoup. Et l'exil, Yacine dit quelque chose que je trouve très inspirant. Il dit que peut-être la manière dont les réfugiés s'approprient le monde et l'archipel des gens de bonne conscience qui les aident peuvent être une voie pour repenser le politique. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Je pense qu'effectivement, cette perspective exilique, donc il y a la dimension éthique que je mentionnais tout à l'heure, mais je pense qu'il y a vraiment une dimension politique aussi qui peut aider à sortir d'une façon très figée de se représenter les identités, très fermée. Et puis, il y a cette notion d'imagination que je trouve très importante, en fait, parce que ce sont des gens qui réinventent leur vie. Et je trouve qu'on en manque terriblement d'imagination. Oui, on a l'impression d'un coup à Berlin, une concentration d'intellectuels et d'artistes. Et ça, c'est pas rien, tous ces gens qui sont là en exil et qui continuent à travailler et à créer là-bas à Berlin. Oui, il y a des intellectuels, des artistes, des activistes, mais aussi des gens qui ont d'autres métiers. Mais par exemple, vous voyez, cette manière dont ça se transforme, il y a cette chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, ce procès qui a lieu en Allemagne, par exemple. Donc dites-nous 2 mots sur ce procès. Oui. Donc, ce sont des victimes syriennes qui ont porté plainte. Et puis, il y a 2 hommes qui ont été arrêtés, en fait. Parce que parmi tous les réfugiés, il y a aussi, évidemment, des anciens du régime de Bachar el-Assad, quelques-uns. Et donc 2 ont été arrêtés, dont un qui dirigeait un centre de renseignement, donc, dans lequel il y a eu des milliers et des milliers de cas de torture, beaucoup de morts, des pratiques assez terrifiantes. Et donc il y a un procès qui s'est ouvert il y a à peu près 1 an. Et ça, c'est vraiment le travail de ces Syriens. Donc ils se sont reposés sur le principe de la compétence universelle. Donc il y a vraiment une forme d'universalité là, mais très incarnée, très concrète, qui n'est pas du tout, qu'on ne peut pas soupçonner d'impérialisme ou que sais-je. C'est vraiment quelque chose qui s'invente là, localement, par les victimes, avec le soutien d'activistes allemands. Ça existe aussi dans d'autres pays européens, mais là, c'est là il y a un procès véritablement en cours. Et puis surtout, c'est toute cette documentation que je mentionnais tout à l'heure qui a été sortie, tous ces documents qui sont arrivés jusqu'en Europe. Alors, visiblement, ils sont rassemblés dans une organisation dont on ignore où elle se trouve, mais c'est des millions de documents, et qui est vraiment un travail essentiel de la Révolution, parce que la Révolution, face à ce régime qui condamnait la mémoire, la constitution d'une histoire, etc., vraiment, ce travail de documentation, il était essentiel. Et là, tout d'un coup, il prend vie, il s'anime. Il est dans cette salle du tribunal de Coblence. On voit les photos, on sort les documents, on démonte les chaînes de commandement, tout ça sous les yeux des bourreaux, des victimes, des témoins. Et c'est vraiment cet élan révolutionnaire qui continue, en fait, d'irriguer et qui est très riche, je pense, évidemment, pour le besoin de justice des Syriens, mais plus largement, c'est quelque chose qui s'invente, qui me semble très, très intéressant. Pour le besoin de justice de tous, finalement. C'est-à-dire que nous, Européens, on peut gagner quelque chose dans cette histoire. Pour le besoin de justice de tous, et aussi pour justement voir ce que l'imagination peut produire, parce que c'est quand même l'idée que le premier procès contre le régime syrien ait lieu sur les rives du Rhin. Si on vous avait dit ça il y a 10 ans, je veux dire, personne n'y aurait cru. Et en fait, il a vraiment fallu faire ce travail d'y croire, d'aller repérer des brèches dans le système juridique, etc., pour trouver les bons moyens d'y arriver, parce que ça a été très complexe, c'est des années de travail. Mais cette ingéniosité-là, elle est je trouve qu'elle donne envie, en fait. Elle donne envie d'action, elle redonne un peu d'espoir, ouais. Alors, vous nous avez parlé de son épouse disparue, Je voudrais juste signaler que les lettres à Samira viennent d'être publiées chez un
petit éditeur dont j'ai oublié le nom, parce que je l'ai pas. Voilà, les éditions des Lisières. Donc elles sont en librairie. C'est une très belle relation quand même. Donc Samira qui a été enlevée, portée disparue en même temps que Razan Zetouneh qui était le personnage principal de votre livre précédent. C'est étonnant ce que vous racontez sur la façon dont Yacine parle encore aujourd'hui, des années après, de son épouse disparue. Oui, donc c'est le propre de la disparition, c'est-à-dire qu'il y a vraiment comme un piège. Mais pour lui, c'est aussi... il faudrait pas se représenter son travail comme un travail vraiment complètement coupé de l'expérience, etc. C'est vraiment au contraire, c'est un travail qui est très nourri de son histoire intime et qui est en cela très généreux, parce que c'est très généreux, très courageux. Et donc, il a décidé d'écrire en 2017 des lettres à sa femme. Alors, il dit au début, je voulais parler du monde à Samira, et ensuite, j'ai voulu parler de Samira au monde. Et ce sont des lettres, donc à la fois, il continue de raconter, de raconter à sa femme comme si elle revenait, en fait, et qu'il lui dit, voilà ce qui s'est passé en ton absence. Alors, tous ces gens-là sont morts, il y a eu ce désastre-là, il y a eu... Donc, il lui raconte tout ça, et en même temps, je trouve qu'il y a au cœur de tout ça, et on sent bien que c'est ensemble qu'ils ont créé ça, une aptitude à l'espoir, malgré tout, enfin en tout cas une inaptitude au désespoir, qui est assez incroyable, qui je trouve, il a une fidélité à son amour, à son engagement, à l'espoir, à l'élan révolutionnaire qui oblige, en fait, je trouve. Enfin, je trouve qu'il y a là vraiment une manière d'être au monde très éthique et très, très admirable. Je recommande en tout cas vivement ce livre. On le recommande en effet. Et comment ça se passe quand on va voir quelqu'un comme lui et qu'on lui dit, ben voilà, vous allez me raconter votre vie et je vais écrire un livre sur vous? C'est pas facile. Je crois qu'il avait envie quand même de cette conversation. Mais oui, ça a été un peu difficile peut-être de le convaincre. Et c'est sans le savoir, en citant Hannah Arendt, en fait, en évoquant son nom, alors que j'essayais de lui expliquer assez péniblement un projet dont je ne maîtrisais pas encore très bien les contours. Je l'ai convoquée, elle, sans savoir que Yacine était devenu très ami avec elle. Et quand j'ai prononcé son nom, il a dit c'est d'accord, on y va. Et comment ça se passe? J'imagine que la relation évolue quand même petit à petit, rencontre après rencontre. Comment ça se passe de faire parler quelqu'un comme ça? Oui, parce que je l'ai fait parler, puis j'ai aussi partagé un peu sa vie avec ses amis, dans son travail. Donc oui, bien sûr qu'on devient... De toute façon, je l'avais déjà rencontré donc, pour mon ouvrage précédent. Et il m'avait beaucoup impressionné parce qu'il avait été capable, donc c'est quand même un intellectuel d'une certaine stature, il avait été capable pendant plusieurs heures de me parler de Razan Zetouneh sans me parler de lui, en s'effaçant totalement, et ça m'avait beaucoup impressionné ce truc-là. Mais bon, il m'avait déjà identifié comme quelqu'un faisant partie un peu donc de la cause, comme il dit. Et ensuite, bien sûr, on est devenus amis avec ce que ça comporte. Je raconte aussi les moments de lassitude, d'agacement, comme avec un ami, quoi, ou quelqu'un de sa famille. Il y a des moments où c'est plus pénible qu'à d'autres. Mais enfin, il a toujours... oui, contrairement donc au livre précédent, c'est un livre qui s'écrit depuis le vivant. Donc voilà, avec tout ce que ça comporte. Et vous dites à un moment donné, je cite de mémoire, il raconte comme si sa vie en dépendait. Oui, le récit pour lui, c'est quelque chose d'essentiel parce que d'abord, d'un point de vue politique, par rapport au régime qui condamne le récit, qui empêche le récit. Donc il y a vraiment cette façon d'y revenir comme
comme un élément de résistance fondamental. Et puis ensuite, je pense qu'il y a le lien à l'absence, le lien au manque, qui fait que oui, il est toujours en train d'essayer de s'approcher de dire cette disparition, de dire cette absence, de dire ce qu'elle veut dire, ce qu'elle signifie. Et puis évidemment, c'est une absence. Donc par principe, on est dans une tension là, avec l'indicible qui est fondamentale. Mais je crois qu'il est toujours dans cet élan-là, en tout cas. On a surtout l'impression qu'il y a des choses qui ne peuvent se passer que dans l'échange. C'est-à-dire c'est un intellectuel qui aurait pu écrire sa vie et raconter sa vie. Et en fait, c'est parce qu'il vous la raconte que les choses prennent forme d'une autre manière et que c'est plus intéressant d'une certaine manière. Ça, je sais pas. J'en sais rien. Je pense que lui peut avoir du mal à se raconter seul. Mais plus pour des questions peut-être d'humilité, j'imagine. On va peut-être écouter un dernier passage magnifique d'ailleurs de ce livre. Pierre Beau. À 36 ans, les cheveux ras, Yacine est libéré de prison. C'est un jeudi 19 décembre. Les hommes des renseignements le conduisent de Palmyre à Damas et dans la voiture, lui demandent s'il a de l'argent. Yacine leur répond qu'il a 500 livres donnés par un ami détenu et qu'il faudrait en garder 200 pour le bus et les cigarettes. Il est menotté. L'un des hommes prend l'argent dans sa poche, garde 300 et remet 200 dans la poche de Yacine, qui semble, quand il raconte, sincèrement désolé pour ces deux hommes. Le jeudi soir, il arrive dans les bureaux des renseignements à Damas et doit laisser passer le vendredi chômé, attendre jusqu'au samedi pour rencontrer l'homme qui lui fait signer les derniers papiers. Il attend depuis 16 ans, mais prend la peine de me raconter ces quelques heures supplémentaires, leur caractère insoutenable. On l'informe qu'il a 24 heures pour rentrer chez lui, à Raqqa. Yacine ne connaît pas Damas. Il est cet homme de 36 ans, qui est aussi un jeune homme de 20 ans. Et il écrit « Il est très rare qu'il nous soit donné de rattraper sereinement ces années durant lesquelles nous n'avons pas mûri affectivement. » Il passe par la prison d'Adra pour y récupérer ses affaires et découvre que ses derniers écrits, qu'il n'a pas eu le temps de faire sortir avant son transfert de Tadmor, ont disparu. Un long texte sur la liberté, écrit quand il a appris enfin, après 15 ans de détention, qu'il était condamné à 15 ans de détention. Avant cela, il avançait dans sa peine sans jamais savoir quand elle prendrait fin. Il a écrit ce texte entre l'annonce de la sentence et une autre annonce. Finalement, il venait d'écoper d'une année supplémentaire. Il la passerait dans la pire des prisons syriennes, à Tadmor-Palmyre, où on n'écrit ni ne lit, où l'on craint chaque jour des châtiments qui s'abattent de la façon la plus arbitraire. Il s'amuse en repensant à son écriture d'alors, trop intense, et éprouve un certain soulagement à ne pas avoir été en mesure de publier ses premiers textes. Je lui confie avoir honte de mon premier livre et de son écriture enflée, et depuis, il ne rate jamais une occasion de se moquer gentiment de ce premier roman, trop sucré. Mais ce texte sur la liberté lui manque, et la déception de l'avoir perdu ne l'a jamais quitté. Quand je lui demande ce que racontait le texte, la mémoire lui fait défaut. Les circonstances de son écriture et de sa perte en ont effacé le contenu. Il aurait pu éviter cette année à Tadmor s'il avait accepté de coopérer avec les renseignements. C'est une proposition qu'on lui avait faite en 1991, que nombre de ses camarades avaient acceptée, à laquelle il n'avait même pas vraiment réfléchi. Quand une nouvelle fois on lui offre de coopérer en 1995, il finit tout juste sa peine de 15 ans de prison. Une fois encore, il ne considère pas cette proposition. Et quand j'ose lui demander s'il y a songé, il répond comme si c'était l'évidence, bien sûr que non. Après toutes ces années, il a développé un sens de la dignité qui rendrait insoutenable une telle capitulation. Ce serait renoncer à tout ce qu'il a réussi à sauver. On le menace de l'envoyer à Tadmor. Il répond qu'il a purgé sa peine, on lui fait remarquer qu'il n'a aucun droit, et pour que ça rentre, on l'envoie à Tadmor. Un an plus tard, on le dépose les mains presque vides à une station de bus. Maigre, pâle, les cheveux ras.
À partir de ce moment du récit, il me semble entrer dans un état un peu étrange, se met à parler lentement, les yeux fixes, comme témoin de son propre souvenir. Un chauffeur l'alpague. Yacine lui demande si son bus va à Raqqa. L'homme répond que oui, mais s'arrête à Alep. À Alep, il s'achète un paquet de cigarettes. Il n'a pas fumé depuis des semaines parce qu'à Tadmor, on trouve peu de cigarettes. Il fume. Un mal de tête commence à l'accabler. Et il se souvient que pendant ses années de prison, chaque fois qu'il a été transféré d'Alep à Damas, puis de Damas à Tadmor, et enfin de Tadmor à Damas, il a été saisi par une migraine terrible. Pendant des années encore, chaque fois qu'il montera dans un train ou dans un bus, la même migraine le saisira. Je fumais. J'avais ce mal de tête terrible, mais je continuais de fumer. Vers 11 heures du soir, il arrive enfin à Raqqa et décide de marcher pour rentrer chez lui. Il marche dans sa ville. Après 16 ans d'absence, il a toujours mal au crâne et doit avoir faim parce qu'il n'a rien mangé de la journée. Mais ce qui domine, c'est une curieuse impression d'être au centre du monde. Il pense à ce moment-là que parmi tous les hommes, il doit être le plus heureux ou le plus satisfait. C'est bien cela, de la satisfaction, ce sentiment qui vient t'habiter quand tu as l'impression d'avoir accompli ton devoir. Yacine marche toujours vite, mais ce 21 décembre 1996 à Raqqa, il marche avec une grande lenteur. Comme si je devais prendre le temps de voir le monde. Il est tard, les rues sont presque désertes. Il y a encore quelques échoppes ouvertes. Il se dit qu'il pourrait acheter quelque chose à manger, mais ne le fait pas. Quand il arrive dans son quartier, il ne trouve pas la maison que ses parents ont achetée 1 an avant son arrestation, devenant propriétaires pour la première fois de leur vie. La maison qu'habitent maintenant 2 de ses frères. Son père s'étant remarié avec une jeune femme après la mort de sa mère et installé ailleurs. Yacine répète qu'il ne comprend pas, qu'il n'était pas loin, qu'il tournait mais ne parvenait pas à la trouver, que quelque chose avait changé. Il croise un homme auquel il lui demande de lui indiquer sa propre maison. Une autre personne encore qui ne sait pas. Il décide alors de trouver la maison de son oncle qui donne sur la rue principale, sans doute plus facile à identifier. C'est tout près. Il passe dans la rue à l'endroit où devait se situer la maison, mais ne la trouve pas non plus. Il n'y peut rien. Et d'ailleurs, il finira par comprendre qu'un magasin a ouvert, que l'entrée de la maison a été déplacée dans une rue adjacente. Il demande la maison de Mohamed Al-Jad Saleh, son oncle, parce qu'il a renoncé à trouver sa maison. On lui répond « le docteur ». Et Yacine comprend que l'homme parle de son frère aîné. On lui indique le chemin de chez lui. La porte qui donne sur la rue est ouverte, ce qui lui semble étrange parce qu'il est tard. Il entre, toujours lentement, et à l'intérieur, il se retrouve face à 2 portes. Il frappe, à la première, mais rien, pas de réponse. Après un long moment de silence, il frappe encore. Et alors, quelques secondes plus tard, la 2e porte s'ouvre et son frère apparaît. Yacine et lui pleurent longuement. Le lendemain, il voit tout le monde, les familles de Mohamed et Khaled, rencontre pour la première fois les enfants de l'aîné, Mai et Yacine. Quand il a été arrêté, sa famille a suspendu dans le salon une photo de lui à 19 ans. Une belle photo, la photo d'un beau jeune homme. Les enfants grandissent sous l'image de cet oncle Yacine, beau et héroïque. Quand il rencontre cet homme de 36 ans aux cheveux ras, il passe quelques secondes à le regarder et à regarder ensuite la photo, plusieurs fois, avant de demander, vaguement déçu, si c'est bien lui, l'oncle Yacine, qu'ils attendent depuis si longtemps. Merci Pierre Bou. Il est magnifique ce passage. C'est impressionnant comment vous parvenez avec comme ça des petits détails sur le retour à nous faire toucher du doigt quelque chose qui est inimaginable. Qu'est-ce qui se passe quand on est enfermé 16 ans. Le cerveau ne peut pas imaginer une chose pareille et vous arrivez à nous raconter ça. Comment vous travaillez? Je vous pose la question depuis le début, mais c'est vrai, parce qu'on pourrait très bien, avec cette histoire-là, vous pourriez très bien sombrer dans le mélodrame et nous tirer des larmes. Et en fait, vous parvenez à rester sur des choses très, très fines, très subtiles. Comment on travaille ça?
sans tomber justement dans quelque chose de trop... oui, de trop dans le mélodrame, si vous voulez. Là, je crois que c'est vraiment... je l'ai suivi, en fait, vraiment. Parce que ça a été... Je me souviens encore de ce récit. C'est un moment... ça a été un moment très fort, en fait, pour moi et pour lui. Il était vraiment dans un état, je le mentionne dans le passage, mais il était dans un état très étrange. Et je crois que je me suis vraiment accrochée à ça, en fait. J'ai vraiment tenté d'attraper cette étrangeté qu'il pouvait encore percevoir. Combien de temps plus de 25 ans plus tard, qu'il revivait sous mes yeux, en fait. Et donc, je crois que je me suis engouffrée là-dedans. Et on a le rythme de la voix, il me semble, quand il raconte là. Alors, tant mieux, mais je pense, je sais pas. Je l'ai pas entendu. En tout cas, c'est vraiment ça fait, enfin, on en a eu il y a des dizaines d'heures de rencontres. Ça a été une rencontre qui reste très singulière pour moi, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, ce livre-là, à vous, maintenant que c'est fini, qu'il est publié? Comment vous le regardez? C'est très étrange comme question. Enfin, c'est une très bonne question, mais Désolée, je peux en poser une autre? Non. Non, j'imagine qu'il me faudrait peut-être encore un peu de temps pour avoir le recul nécessaire. Mais vous savez, enfin, je pense que je suis encore dans cet état où, enfin, vous le savez, vous écrivez. Quand on écrit, enfin, il y a cette façon dont tout le monde entier vient résonner, tout ce qui se passe vient résonner dans ce qu'on est en train de travailler, etc. Je crois que je suis encore en train beaucoup pour l'instant de vivre dans cette construction là, qui me permet effectivement de trouver encore beaucoup d'échos. Donc je ne suis pas encore totalement extérieure au livre, mais en tout cas, je repars avec sans doute un peu plus de lumière, cette fameuse lumière dont mon ami me parlait, qu'après le précédent. Je pense qu'il y a quand même plein de petites choses qui m'accompagnent. Oui, dans la façon... parce qu'il y a Yacine, et puis je rencontre plein d'autres réfugiés qui ont reconstruit leur vie en Allemagne, etc. Et je crois qu'il y a quelque chose qui m'oblige et puis qui m'aide, je pense, aussi dans mon travail d'écriture. Et c'est pour ça que je passe, en ce moment en tout cas, par la non-fiction, par le jeu. J'essaye aussi de trouver une forme sans doute de posture, de position dans le monde contemporain. Je pense j'ai l'impression qu'on est en manque en fait d'outils, en fait, qu'on n'a plus de récits, qu'on n'a plus d'outils, qu'on est un peu dépassé par ce qui se passe. Voilà. Donc j'ai aussi cette recherche là d'essayer de trouver, pour moi en tout cas, une attitude qui soit pas une attitude de désillusion, de cynisme. Je crois qu'on en a fini avec ça tellement le désespoir est lourd. Je pense que c'est plus possible en fait. Et donc je pense peut-être que ce livre m'a aidé en tout cas à continuer à bâtir cette attitude-là face au monde. Et alors, vous êtes en train de travailler sur quoi maintenant ? Là, Vous ne travaillez pas. Non, je travaille, c'est trop tôt pour en parler. Bien, merci Justine Ogier pour cette rencontre. Merci Alima de l'avoir organisée. Merci Pierre Beau pour ces lectures. Donc je rappelle, Actes Sud, par une espèce de miracle, avec comme sous-titre L'exil de Yacine Alhadj Saleh. Ça vient de sortir chez Actes Sud. Enfin, c'est sorti cet hiver. Pour vous qui êtes derrière vos écrans, Lima vous donne rendez-vous le samedi 20 mars. Il y aura 1 heure avec Mohamed Aïssaoui pour son roman Les Funambules chez Gallimard. Et la rencontre sera animée par Bernard Magnier. Les textes seront lus par Léon Bonafé. Merci à tous et à toutes.